Dans le cimetière américain, vous parlez à un moment donné de la fiction, d'ailleurs, pas vraiment du roman, mais comme une expérience troublante d'une réalité subitement augmentée. Et chez vous, ce qui est étonnant, c'est que c'est à la fois augmenté et presque soustrait aussi. Enfin, comme dans le cimetière américain, il y a un fait divers, et en même temps, c'est au lecteur d'aller le chercher, enfin, de se dire, tiens, ça me rappelle des choses de l'histoire. C'est augmenté et soustrait en même temps. Il y a ce rapport toujours réel-invention qui permet d'interroger la fiction, en fait. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je considère l'art du roman comme vraiment comme un art sensible, comme un art des sens, et pas tellement comme une entreprise intellectuelle. Même si le début de notre conversation laisse penser que tout ça est intellectuel, en fait, non, c'est vraiment... en fait, je suis venu au roman assez tard, puisque bon, Le cimetière américain, je l'ai écrit... je sais pas, j'avais 40 ans quand je l'ai écrit. J'ai commencé à écrire ce premier roman, et c'est vraiment né d'une expérience sensible. Je traverse un dimanche soir de, je ne sais pas, d'automne ou d'hiver, une vallée vosgienne, au retour d'Alsace, et alors il y a toujours cette expérience un peu attristante quand on rentre chez soi en Lorraine, venant de l'Alsace, on bascule d'une province, on pourrait dire prospère, surtout quand on arrive comme ça dans ces Vosges qui ont été fort abîmées par la désindustrialisation, dans une province effectivement, osons dire, sinistrée. Et je traverse cette vallée, et je me suis rappelé, c'était comme une sorte de flash, que c'était en fait la vallée de la Vologne où avait disparu, où était assassiné l'enfant Grégory, le petit Grégory, comme on dit certains journalistes à l'époque. Et donc, voilà, il n'y avait pas d'intention. Il y avait, c'était vraiment le hasard de la carte routière, enfin, et il y a eu quelque chose là qui s'est tout à coup enclenché, et voilà, et les images de cette vallée un soir d'hiver, passant dans le bourg de l'Épanche-sur-Vologne où était originaire le petit Grégory Villemain, le cimetière où il est enterré, etc. Tout ça, d'une certaine manière, s'est cristallisé, s'est sédimenté, enfin, voilà. Et 6 mois après, j'écrivais un roman où il n'était pas question de Grégory, mais il est question d'un fait divers dans une vallée vosgienne, et de voir comment finalement un drame privé était peut-être aussi le symptôme, au fond, on pourrait dire, d'un chaos économique. D'une crise, oui, tout à fait, qui se marque même dans le paysage. Enfin, c'est voilà. Cicatrice du paysage. Mais en même temps, il y a tout... Enfin, après, je ne veux pas parler que du cimetière américain là, mais ce jeu aussi sur le fait de faire table rase, puisque c'est le nom du lieu que vous avez inventé, et dont vous avez dit, ça vous avait fait très plaisir que des gens aillent le chercher sur des cartes Michelin, mais en même temps, l'affaire s'appelle Donadieu, et il y a un rapport à Duras, enfin, il y a quand même tout un jeu aussi. C'est-à-dire, vous avez parlé du roman comme de quelque chose de... Enfin, comme d'une expérience, d'ailleurs le terme apparaît dans le roman Impossible, comme quelque chose qui est lié aussi aux sensations, qui n'est pas quelque chose seulement d'intellectuel. Et il y a une autre dimension que je voudrais peut-être qu'on évoque, c'est le jeu, enfin l'ironie aussi, une forme d'humour, en particulier dans toute cette histoire du duc d'Aumale et de Sabreuil, Eugène de Sabreuil. Il y a tout un jeu avec un genre qui serait celui de la géographie ou du roman historique, etc., d'une écriture de commande. Vous racontez aussi des salons, etc. Il y a aussi cette part très drôle du livre. Est-ce que l'ironie, plus que l'humour peut-être, c'est une forme justement de recul, de conscience aussi des choses pour vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'ironie évite justement la certitude dont je me méfie.
Quand je disais tout à l'heure que s'il y a une vérité du roman, c'est une vérité plurielle. Voilà, c'est pas une vérité historique, c'est même pas une vérité esthétique, c'est vraiment au fond la vérité des existences dont on ne sait jamais ce qu'elles sont, ou la vérité d'un temps dont on peut se demander aussi ce qu'il est. Mais je veux dire, l'ironie et l'humour sont aussi moyens toujours de remettre en question ce qu'on vient justement de dire. L'ironie, je crois que c'est Thomas Mann qui disait ça, c'est justement quand c'est à la fois ceci et cela. Et puis alors, bon, disons les choses aussi, c'est vrai que quand je dis 4 ans pour écrire le roman Impossible, et quand je parle d'épreuve, encore une fois, c'est aussi une épreuve exaltante. J'ai eu le plaisir, au fond, selon mes moyens, parce qu'au fond, un romancier ne fait jamais que ce qu'il peut, mais j'ai eu le plaisir d'écrire ce roman dans ce qui est pour moi on pourrait dire la vérité du roman, c'est-à-dire le roman moderne des origines. Alors ça peut être Don Quichotte, ou du côté de la littérature française, Jacques le Fataliste par exemple. C'est-à-dire finalement tout est permis. Alors vous l'avez dit, effectivement, des scènes qui ont une dimension théâtrale, des discours politiques, des récits de commandes, enfin tous les moyens sont bons, et finalement tous les registres de la narration, j'ai essayé de les utiliser. Il y a un mot de Kundera, qui est un auteur qui m'est vraiment cher, que j'aime beaucoup. Il dit le roman doit être un jeu grandiose. Alors je ne sais pas si je suis arrivé au grandiose, mais en tout cas j'ai voulu en faire un jeu. Oui, puisqu'il y a aussi tout ce travail sur les notes, avec les commentaires d'un ami qui dit non, tu peux pas écrire ça, voilà. Ça aurait pu s'appeler le roman excentrique, Oui. Vous avez parlé de Diderot et de Cervantes, mais il y a ce côté vraiment excentrique, travailler sur les digressions aussi, et il y a un jeu très très fort, au sens à la fois ludique, et puis ce jeu qu'on introduit dans le roman pour le rendre possible. Tous ces romans, ces genres de romans devenus presque impossibles, le roman historique, le roman, rendu impossible pour faire naître un autre type de roman qui serait ce jeu grandiose, pour citer Kundera. Oui. Quand j'ai écrit Démon, je me souviens, j'avais eu cette formule qui était peut-être pas très heureuse, qui m'amusait un peu, j'avais dit, j'ai écrit mon petit roman russe. Et je pensais notamment à Tolstoï, je veux dire par là, alors évidemment on aurait pu, et sans doute certains ont dû voir là de ma part une sorte d'arrogance, mais je voulais simplement dire, voilà, une narration assez classique, une structure formelle rigoureuse, une sorte de pureté comme c'est la narration, qui m'a emporté quand j'ai découvert Tolstoï, quand j'ai lu La guerre et la paix en particulier. Et donc Démon a une structure plus classique, mais dans l'aventure du roman Impossible, en fait c'est devenu le roman de tous les possibles, c'est-à-dire parce que peut-être la matière était tellement diverse. Vous l'avez évoqué, la société française d'aujourd'hui, la mort de Malik Oussekine au moment de cette période particulière de la vie politique française, on est en pleine cohabitation Mitterrand-Chirac, la conquête de l'Algérie dans les années 1840, le duc d'Aumale, l'affaire Woerth-Bettencourt, puisque Éric Woerth a sa place dans le roman, une place légitime, parce qu'il est le maire de Chantilly, qui est effectivement la ville du duc d'Aumale. Enfin, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, il possédait de nombreux biens, et effectivement le château, qui était légué, je crois, à l'Institut de France,
qui se trouve sur le territoire de la commune de Chantilly, était le sien. Donc tout ça, évidemment, étant une matière tellement diverse, et puis évidemment les affres aussi de Samuel Richard dans son écriture du roman que nous sommes en train de lire, il fallait que je trouve cette plasticité, si vous voulez, pour que ce soit au bout du compte une bonne histoire aussi. Oui. Et ça va jusqu'au jeu avec la typographie, etc. Oui. Enfin, je disais que le roman, votre roman, le roman Impossible, c'est un tissu de plusieurs histoires, enfin, et vous venez de l'évoquer, se déployant autour de personnages qui sont eux aussi très très importants, mais il y a aussi des livres matrices que vous évoquez au tout début, qui sont comme des coïncidences. Donc il y a La zone d'inconfort de Franzen, il y a Dora Bruder de Modiano, Proust qui est cité des épigraphes et qui revient, Hannah Arendt un peu plus loin, et puis À la lumière de ce que nous savons de Raman, qui est un livre extraordinaire et très très récent, et qui est justement un livre très digressif, autour de conversations, etc. Pourquoi cela ? Parce que je ne peux pas imaginer non plus que vous n'ayez pas opéré des choix. Il y a forcément quelque chose qui les relie. C'était les livres qui étaient en écho avec vos préoccupations littéraires du moment, avec ce projet littéraire-là. Oui, c'est une famille pour moi. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment Modiano est un auteur que je considère beaucoup, qui a été, je pense, important aussi dans ma formation. Il y a chez lui quelque chose. Ce que j'aime chez Modiano, c'est l'enquête, effectivement. Et c'est cette enquête aussi, moi-même, que je reprends déjà depuis mon premier roman, depuis Le cimetière américain. Et une enquête aussi, encore une fois, qui est toujours dans l'incertitude. Une enquête qui ne s'affirme pas comme enquête. Ensuite, oui, bien sûr, Franzen, c'est voilà, l'écrivain qui aujourd'hui écrit ce qu'on appelle, je sais pas, le grand roman américain, et puis Philippe Ross aussi, qui est une autre génération, mais qui lui m'intéresse pour justement ce jeu sur les doubles, sur qui écrit et qui parle, Philippe Ross et Nathan Zuckerman, donc voilà, il y a toute une famille aussi, Coetzee qui est important aussi pour moi, c'est-à-dire, et Kundera. Je pense que si il y a, alors Modiano peut-être à part, mais il y a souvent peut-être dans ceux que j'appelle mes aînés, ou peut-être mes modèles, des écrivains moralistes, si vous voulez. C'est-à-dire des écrivains qui donc ne se contentent pas au fond de raconter ce qui est, mais d'essayer d'une certaine manière de contester aussi ce qui est. C'est-à-dire, je sais pas, Philippe, Philippe Roche, je le considère comme un moraliste parce que, d'une certaine manière, il remet en question un certain idéal comme ça d'une société américaine ouverte, tolérante, etc. Un roman comme La Tâche montre très bien, déjà, quand on sait ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années aux États-Unis, que le problème racial est permanent dans la société américaine. Et c'est ce que dit notamment La Tâche. Donc voilà, Kundera, c'est bien sûr cet écrivain qui ne s'est jamais remis d'une certaine manière de la disparition de la culture tchèque, et qui est à la fois dans la mélancolie. La mélancolie, je pense que c'est aussi un bon carburant pour le roman, et à la fois dans la mélancolie, et aussi, comme ça, dans une position morale. Donc voilà, c'est une famille, et après tout, quand on se sent bien en famille, on fait des dîners, on partage du temps à table. Alors là, c'est pas la table d'un repas, c'est la table de travail. Oui, mais c'est aussi parce que vous écrivez, je vais citer la phrase, mais on parlait avant de commencer l'interview je vous parlais de l'exposition du Monde, le texte que vous aviez publié dans Devenir du roman,
Et vous parliez du fait qu'on écrit en s'adossant à une histoire, à l'histoire d'une forme. Et dans le roman Impossible, vous dites écrire depuis les bibliothèques. Alors je voudrais j'ai retrouvé la phrase quand même. Les romans sont des palimpsestes, les miens n'y dérogent pas, en tirant une part de leur substance de ma bibliothèque. Écrire, c'est avant tout revenir sur des notes de lecture, et ça renvoie évidemment aux premières pages. Et la question que je me posais, c'était si finalement c'est pas aussi une manière de souligner que ce roman, vous avez parlé d'un roman sur l'identité tout à l'heure, c'est pas un roman sur les filiations, sur les héritages, et à la fois des héritages politiques et des héritages littéraires, les deux étant évidemment totalement indissociables. Oui, sans doute. Ouais. Oui, enfin, je ne l'avais pas conçu comme ça, mais maintenant, en y réfléchissant, bon, la question de la filiation, évidemment, elle est prégnante dans tous vos livres. Voilà, dans tous mes livres. Et dans celui-là aussi. Oui, bien sûr. Bon, alors des filiations qui sont dites ou claires, ou d'autres qui sont plus souterraines, bien sûr. Quelle est la filiation, effectivement, entre la droite qui est au pouvoir en 1986 et les conquérants de l'Algérie en 1840, et la filiation effectivement entre ce qui arrive aujourd'hui à notre société et ce qui est déjà d'une certaine manière au fond en chaos 30 ans plus tôt. Alors bien sûr, la filiation littéraire, je la revendique aussi. Bon, c'est plus difficile d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui est forcément pensé. Puisque finalement, on ne finit pas d'être lecteur. Je veux dire, donc, il y a toujours eu, c'est vrai, d'une certaine manière, un auteur qui était plus présent qu'un autre pour chacun de mes livres. Et par exemple, c'est une façon peut-être de lui rendre hommage aussi. Pour le cycle américain, c'était François Bon. Et bon, il y avait aussi la bibliothèque, mais voilà. Là, pour Jura, peut-être était-ce le portugais, le Bantunesh, mais et pour le roman Impossible, c'est vrai qu'ils étaient nombreux. C'était toute une famille. À un moment donné, vous parlez d'un travail qui est lié aussi à la coïncidence. C'est un mot sur lequel le livre réfléchit beaucoup. Enfin, le livre réfléchit, c'est pas le livre qui réfléchit évidemment, mais le narrateur en tout cas réfléchit beaucoup. Le livre réfléchit aussi. Oui, bien sûr, mais il y a aussi, d'ailleurs c'est un des sens de la phrase de Stendhal que vous citiez tout à l'heure, mais il y a aussi la question de la digression, ces deux termes que vous employez pour parler du roman, deux pilotis peut-être du roman, du récit. Pour lutter contre la dureté du monde. Est-ce que le roman, c'est cette expérience, puisque c'est un terme que vous employez aussi, à la fois de la coïncidence, c'est-à-dire soudain ces faits qui s'agrègent, et de la digression, parce que justement, on ne peut pas totalement les agréger et il faut les déplier. Oui, puis la digression. Ça, ouais. Oui, alors les déplier, la digression, c'est aussi le pas de côté, c'est-à-dire... C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le roman Impossible traite de sujets effectivement qui sont difficiles ou tragiques, et en même temps c'est un roman drôle. Et en tout cas, je l'ai voulu comme tel. Et la digression, c'est une façon aussi, non pas de ne plus affronter le réel, mais de le regarder d'une manière oblique. Et avec cette ironie aussi dont on parlait tout à l'heure, qui est un... Le roman, c'est aussi un... Bon, vous m'avez compris, évidemment, c'est pas simplement un passe-temps, c'est pas simplement un divertissement. Et, alors pour employer de grands mots, je pense que c'est un instrument de connaissance. Mais à la différence de l'ouvrage de l'historien, de l'étude du sociologue, le roman, au fond, est un instrument de connaissance jamais tout à fait sûr de lui-même, enfin, encore moins sûr de lui-même que
que peut l'être je ne sais pas, le traité historique ou l'étude sociologique, et qui d'une certaine façon, regarde d'un côté puis de l'autre, et donc là on est tout de suite dans le déplacement à l'ironie, au fond la réalité qui l'intéresse. Et puis il y a peut-être aussi cette idée que si le roman et la littérature ont finalement peu de pouvoir, c'est la question que nous posions au début, sur les pouvoirs de la littérature, parce qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. C'est pas, un roman ne peut pas grand-chose, même le meilleur roman du monde ne peut pas grand-chose, pour en quelque sorte faire front à la catastrophe. Même si il peut au moins la raconter, cette catastrophe. Donc la catastrophe racontée, c'est déjà plus tout à fait la catastrophe. Il a peut-être aussi cette vertu consolante. Consolante. À ce moment-là, l'ironie est aussi une consolation. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, le personnage d'Éric Woerth m'a intéressé à propos d'une phrase qu'il a prononcée dans une interview qu'il a donnée au journal Le Parisien, à l'époque de l'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Bettencourt qui est devenue l'affaire Woerth-Bettencourt, et où il était de plus en plus, on pourrait dire, mis en cause, notamment par la presse. Il a dit, peut-être pour essayer de mettre les émotifs de son côté, qu'il était victime d'une lapidation médiatique. Bon, j'ai trouvé cette phrase scandaleuse, immorale, parce que c'était précisément à ce moment-là que nous entendions parler de l'affaire Sakineh, c'est-à-dire cette femme qui venait d'être condamnée en Iran à la lapidation. Donc cette phrase n'avait pas été prononcée par hasard, et c'est ce que je disais tout à l'heure de la parole politique à la fois bête et violente. Mais en même temps, il ne s'agit pas pour moi d'écrire un pamphlet ou un brûlot, donc je traite ça aussi par l'ironie. C'est-à-dire donc que j'écris cette scène où j'imagine une conversation entre Éric Woerth et un stratège en communication qui était dépêché par l'Élysée pour essayer de... Voilà. Mais voilà, voilà, on se console comme on peut aussi parfois de la bêtise et de la violence. Oui, et la littérature au-delà du roman, la littérature avec les différents livres qu'elle nous offre, c'est aussi ce référent quand le réel manque. Le lecteur, il est vraiment interpellé pour voir dans ce réel dont vous lui présentez aussi les blancs, les incohérences et puis les soudaines coïncidences, le réel qu'il a lui aussi vécu. Il y a cette conscience d'un lecteur chez vous, parce que vous présentez aussi comme lecteur en tant que narrateur. Je considère que le roman est un objet démocratique, si vous voulez. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il ne s'agit pas d'apporter de certitude, il s'agit de poser un certain nombre de questions, de faire trembler comme ça un peu la réalité, de la déplacer, poser des petites charges explosives et permettre ainsi peut-être au lecteur à ce moment-là de s'interroger ou de se réinterroger différemment. Alors après, bien sûr, chaque lecteur vient avec sa propre histoire. J'essaye d'avoir des fins. Alors évidemment, le roman se termine par une dernière partie des destinations secrètes qui peut apparaître comme une conclusion, mais qui en fait n'en est pas vraiment une. Voilà, ou que le lecteur pourra interpréter de différentes façons, qui est déjà au fond une scène d'interprétation, mais que le lecteur peut lui-même interpréter d'une façon qui lui est propre. Il y a une réflexion fondamentale dans le roman sur... vous l'avez évoqué, mais ça pourrait peut-être servir de conclusion. Sur le mensonge dans le livre. Le mensonge du monde, dans les histoires qu'il raconte. Et évidemment, ce mensonge, alors tout à fait autre que la fiction. Et vous mettez les deux en regard. Vous en avez parlé aussi au début en disant que finalement, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément la réalité, mais la question de la vérité, de sa complexité.
Est-ce que c'est pas ça le roman impossible finalement? C'est cette fiction comme interrogation des mensonges du monde. C'est une page absolument, enfin que je peux pas résumer là, mais fondamentale, la page 252, et puis tout ce qui est dit aussi en note sur l'inconnu, la connaissance. En quoi le roman est presque un instrument d'optique en fait sur le réel et la vérité, et pour décaper finalement toutes les vérités construites par les médias, par l'histoire avec un grand H, par tout ça. Oui, bien sûr, hein, ça c'est oui, le roman doit être subversif. Et il est notamment dans oui, c'est ça, en remettant. Alors mensonge, je ne sais pas qui ment. Enfin bon, je ne sais pas qui ment. Le roman ment s'il prétend effectivement avoir le dernier mot. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un temps où la science, je ne sais pas, la science admet qu'elle n'a pas le dernier mot, enfin, sur la réalité ou l'univers. Mais bon, la religion, aujourd'hui, on voit bien, on continue à penser qu'elle a le dernier mot, enfin, qu'elle pourrait l'avoir. Et en politique... Donc voilà, donc c'est, je ne sais pas, donc là, le roman impossible aussi parce que ça aurait pu être aussi le roman infini, enfin, qui ne se termine jamais et qui n'a donc jamais le dernier mot. Mais le lecteur qui le prolonge, enfin par sa lecture, peut en ajouter. Et c'est le roman monstre aussi, parce que c'est peut-être une des c'est sa dimension, c'est le monstre aussi au sens étymologique du terme, et puis c'est comme ça aussi que se désigne à un moment donné le narrateur, enfin Samuel Richard, à cause de sa maladie lui aussi. Oui, bien sûr, hein, sans doute que... Alors ça peut être une des interprétations de cette maladie de Poe, effectivement, c'est que le roman, effectivement, est tellement énorme dans son projet que... Voilà, c'est pas seulement qu'il en tombe malade, mais c'est que voilà, le roman est en lui. Enfin, il est non seulement envoûté, mais il est d'une certaine manière occupé, enfin assiégé. Et voilà, ce siège, c'est pas seulement celui de son esprit, mais celui de tout son être.